On est désormais avec Philippe Carenzo de l'association Émancipation et je laisse la parole aux élèves. Bonjour, je m'appelle Anastasia Vélé. Je suis en seconde au lycée Dumont-d'Urville de Toulon. Pourriez-vous nous expliquer votre rôle à vous dans votre association et nous donner des exemples concrets d'actions que vous mettez en place avec elle? Alors, mon rôle dans l'association, c'est de permettre en premier l'émergence des attentes et des besoins de la population locale. Donc on a pas mal de travail autour du recueil des attentes et de la façon dont on va traiter ces attentes et ces besoins de la population. Ça prend généralement beaucoup de temps du coup pour mettre des projets en place, c'est souvent 2-3 ans. Et du coup, on essaye de travailler avec la population sur la mise en œuvre des projets qu'elle peut avoir. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Ça, c'est mon rôle. Et la deuxième partie, c'était quel type d'action? Alors, on a des actions qui sont tournées pour la plupart autour de la biodiversité en ville. Et puisqu'on a l'association est basée à Antibes et à Montreuil. Donc ce sont deux grosses villes, donc autour de la biodiversité en ville et autour aussi de la protection de la mer et par extension de l'eau. Protection de la mer parce qu'on est juste aussi au bord de la Méditerranée. Voilà. Donc bonjour, je m'appelle Dia Maklouf, je suis aussi en seconde au lycée Dumont-d'Urville de Toulon. Et ma question est la suivante. Pouvez-vous nous dire quelles sont les différentes sources de pollution dans les mers et océans? J'aurais du mal à répondre de manière professionnelle parce qu'on n'est pas spécialiste du domaine. Cependant, nous on travaille beaucoup sur les plastiques et les microplastiques. C'est ce qui impacte souvent le plus, et en tout cas c'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas des fois, le plus en bord de mer, notamment le long de la Méditerranée. Et on travaille aussi avec d'autres associations sur ces domaines-là. Notamment une association qui est basée à Gênes et une autre qui est basée à Tunis. Donc on travaille sur les mêmes objets, on va dire. Et la production de plastique et le déversement monstrueux de plastique, notamment dans la Méditerranée, il faut imaginer qu'il y a en gros 66 000 camions de déchets qui sont déversés en gros chaque jour dans la Méditerranée. Donc c'est juste monstrueux. Notre travail, c'est d'essayer d'imaginer comment, avec les publics qui nous interpellent, on peut réduire ces pollutions plastiques. Parce qu'on aura beau s'y mettre tous, essayer de ramasser ça en bord de mer, ça sera juste impossible. Et sans parler de tout ce qu'on ne voit pas, effectivement, puisque le plastique coule aussi, se réduit en tout petits morceaux qu'on ne voit plus et qui est ingéré. Aujourd'hui, par exemple, une chose très concrète qu'il y a sur le bord de mer, et vous êtes de Toulon, je crois, c'est ce que vous devez constater aussi, vous allez voir sur les rochers en bord de mer, si vous allez dans des coins où il y a des rochers, de plus en plus de zones sombres, voire noires. On pourrait penser que ce sont des algues, ce ne sont plus des algues, ce sont les microplastiques qui petit à petit font un maelstrom homogène, qui se collent sur les rochers et qui par ailleurs du coup tuent les algues ou les micro-organismes qui sont habituellement présents dans ces rochers. Donc on voit que le microplastique est de plus en plus dangereux et s'intègre de plus en plus dans la chaîne alimentaire et dans les espaces, colonise les espaces dans lesquels il va exclure aussi le vivant. Est-ce que vous savez quelles sont les principales activités humaines qui ont un impact sur les mers et océans? Alors parmi les principales, il va y avoir la production par exemple d'électricité, parce que c'est celle qui émet le plus de CO2. Et du coup à l'échelle planétaire c'est absolument monstrueux du coup le réchauffement qui est provoqué. Ça va être tous les produits chimiques qu'on va utiliser. Quand on fait notre lessive, par exemple, si on utilise de la lessive ou pour faire d'ailleurs aussi laver la vaisselle, quand on va laver tout ça, on utilise généralement des produits chimiques. Alors qu'il existe des alternatives absolument naturelles qui sont beaucoup moins coûteuses. On est sur la Côte d'Azur, dans le Var aussi, il y a des tas de gens qui ont des piscines aussi. Tous les gens qui ont des piscines, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des tas de produits chimiques qui après repartent effectivement dans les réseaux d'eau. Et ça a aussi un impact direct sur la faune, sur la flore, sur la pollution.
alors qu'il existe des solutions naturelles. Mais comme on est dans un monde productiviste, ces solutions naturelles coûtent très peu cher. Donc c'est pas du tout intéressant de les proposer. On invente des solutions qui sont non seulement polluantes, mais qui coûtent cher. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Après, sur les autres pollutions, nos habits, ton t-shirt, le tien, c'est en gros 2700 litres d'eau. Donc voilà, ça veut dire qu'on utilise une masse d'eau aussi qui va être traitée avec tout un tas de produits aussi, de colorants, et qui va être rejetée. Une des pollutions massives aussi, c'est par les égouts. Souvent, je discutais avec un des collègues tout à l'heure, les gens marchent dans la rue, ils jettent en se disant dans l'égout ça va partir, ça va être retraité. Non, la plupart des égouts ne se jettent pas dans des stations d'épuration. Les égouts rejoignent les cours d'eau, c'est le réseau d'eau pluviale, rejoignent les cours d'eau et rejoignent un jour la mer. Donc ça aussi c'est un impact très important, parce que souvent autour des bouches d'égout, qu'est-ce qu'on va voir? Tout un tas de gens qui vont jeter leurs cigarettes en se disant c'est bon, il n'y a pas la poubelle, mais c'est bon, là il y a une poubelle. Non, c'est pas une poubelle, c'est directement la mer. Voilà, donc ça fait partie des quelques grosses pollutions. Pollution textile aussi importante. Je travaille à une association tunisienne où il y a beaucoup de produits. On a exporté pas mal notre industrie textile dans les pays du sud de la Méditerranée, et est aussi une industrie qui pollue énormément par les produits chimiques et les collants qui sont utilisés la mer. Vous avez de la chance, moi je suis en jean aujourd'hui. Mon jean, c'est pas loin de 10 000 litres d'eau aussi. C'est juste monstrueux. Voilà. Donc c'est d'où l'utilité de faire durer les habits, d'aller en friperie, de leur offrir une deuxième vie, et de lutter contre la fast fashion. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut sensibiliser les jeunes pour qu'ils prennent conscience de l'impact des activités humaines et de nos choix de consommation sur les océans? Alors nous, on essaie de le faire à partir des demandes qu'on a. On travaille avec des groupes de jeunes de cette façon-là. On part de ce qu'eux, ils ont envie de faire, de découvrir. Et c'est vrai que quelquefois, on peut y ajouter un petit peu aussi notre grain de sel en leur permettant de découvrir des petites choses à côté. Je vais prendre un exemple. On avait un groupe de jeunes il y a l'année dernière qui est venu nous voir en disant « Nous, on voudrait s'investir en matière d'écologie dans la ville, mais on ne sait pas comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bon, on a travaillé ensemble, ils ont démarré un projet, et à côté de ce projet, on leur a aussi proposé de venir se balader un petit peu avec nous dans les parcs. C'était les lieux sur lesquels on a travaillé du coup. Et ils ont découvert à côté du projet qu'ils étaient en train de monter que en ville, dans nos parcs, il y a tout un tas d'oiseaux par exemple qu'on entend mais qu'on ne connaît pas. Et ils ont découvert à cette occasion que ils connaissaient une quinzaine d'espèces d'oiseaux, mais que là dans les 2-3 parcs qu'on a visités, il y avait en gros une cinquantaine d'espèces, dont la moitié qu'on ne voit jamais, que les êtres humains ne voient jamais, parce que les oiseaux vont vivre la nuit, vont vivre plutôt au crépuscule ou à l'aube, et qui sont très discrets et qui ne veulent pas être vus. Donc voilà, c'est aussi prendre conscience qu'autour de nous, c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'existe rien. Et qu'on a forcément un impact par notre présence, et y compris par exemple la présence lumineuse qu'on a. On est sur la Côte d'Azur. C'est éclairé 24 heures sur 24 parce qu'il y a des touristes, parce qu'il faut vendre, etc. Et ça a un impact fort sur la biodiversité, non seulement sur la santé humaine, mais aussi sur la santé des animaux qui vivent là autour de nous et avec nous. Et êtes-vous inquiet sur les évolutions, surtout avec l'augmentation de la production de plastique? Alors, l'évolution, oui, elle est massive, l'évolution de la production de plastique. Elle continue à augmenter malgré tout ce qui se dit, malgré, semblerait-il, les efforts des États. Elle augmente de manière faramineuse, mais elle est liée aussi à notre production, on va dire, de pétrole. Sans pétrole, pas de plastique. Et c'est vrai que quelquefois, dans la vie de tous les jours, ça peut être extrêmement difficile de trouver des objets dont on a besoin et qui ne sont pas en matière plastique. Ça peut être très très compliqué ou très cher. Donc c'est vrai que c'est un outil extraordinaire, le plastique, qui permet d'avoir des emballages, des contenants, des formes, des matières, qui sont adaptables à nos besoins. Cependant, ce besoin est en train petit à petit de nous tuer à petit feu, globalement, aussi bien les animaux qui en ingèrent dans la mer,
sur Terre. Là, on travaille nous avec notamment le CNRS, des océanologues, des glaciologues, etc. Aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est que dans quelques centaines d'années, si les humains sont toujours là et ont la chance d'avoir dépassé ce cap, on repérera notre époque de manière étonnante, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des couches dans la terre, dans les glaces, dans le sable, qui sont des couches de biomasse, on va avoir, pour nous repérer, nous, une couche de plastique. Et ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est une vraie réalité. Il y a une telle masse de plastique. Aujourd'hui, il y a même un vortex, même en Méditerranée maintenant, avec des plastiques qui tournent. Celui du Pacifique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, est absolument énorme. Il faut s'imaginer, c'est quand même un immeuble qui fait 10 étages sur une surface qui fait plusieurs fois la France. Donc ça veut dire que c'est des choses assez monstrueuses. Et ça, c'est que la partie visible, bien sûr, comme je disais. C'est pour ça qu'on aime bien travailler nous aussi à l'association sur la partie non visible. Je parlais des oiseaux, mais parce que la majeure partie du plastique aujourd'hui est non visible, tellement il est petit. Et finalement, pourquoi votre association est-elle présente aujourd'hui à cette conférence et qu'en attendez-vous? Alors, on est aujourd'hui à cette conférence, comme les autres associations, pour essayer de sensibiliser, pour essayer d'échanger, pour essayer de découvrir aussi ce qui peut être fait par tout un tas d'autres associations. Il y a tout un tas d'initiatives, d'actions qui sont menées. Ça, c'est une source d'inspiration. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on en attend? Je vais être un peu comme ma collègue qui vient de passer. Moi, je pense qu'on est dans un moment de grande tension. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des guerres, qu'il y a de l'appropriation, de grandes tensions par rapport au modèle politique et surtout économique qu'on vit depuis un certain temps. Et que ces tensions, elles vont grandir tant qu'il n'y aura pas suffisamment de gens convaincus qui vont pouvoir pousser le système à évoluer d'une façon ou d'une autre. Et pour l'instant, le système, lui, il essaye de résister, il fait tout ce qu'il peut parce que on parle beaucoup plus de PIB et de production que de bien-être et de bonheur. Donc là, le système, il se tend. On espère qu'il va se détendre de manière agréable et qu'il va évoluer parce que la potentialité, quand on fait le tour un peu de ce qui existe ici, de toutes les associations qui proposent des choses, les potentialités pour faire évoluer le système, elles sont énormes et elles existent, elles sont déjà présentes. On n'a pas forcément besoin de les inventer. On sait faire, on sait depuis très longtemps. Il y a un documentaire, tu parlais tout à l'heure de film avec alimentaire, un documentaire qui vient de sortir qui s'appelle Docu America, qui vient de sortir sur une expérience qui a été réalisée dans les années 70 par le gouvernement Nixon sur l'état des USA en matière d'écologie à l'époque. Quand on voit ce documentaire aujourd'hui avec le recul, il ne s'est pas passé grand-chose, sinon on ne serait pas à 1,5 degré et des poussières de plus qu'à l'époque si on avait pris en compte. Mais quand on voit toutes les initiatives qui existent, toutes les actions, les associations qui bossent dans le domaine, on se dit qu'il y a quand même bon espoir parce que le changement, il existe, il est déjà présent. Il suffirait de encore un peu. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Making waves.